À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints nombreux. Donc, peut-être en attendant que les derniers participants se connectent, euh, je vous passe la slide d'après. Donc, pour vous donner un peu le programme du webinaire. Donc, je suis Marie Marchand-Pilar, responsable santé-environnement chez Entreprise pour l'environnement. Donc, au niveau du programme du webinaire, donc, on aura d'abord Charlotte Migne, directrice développement durable de Suez, qui nous fait l'honneur d'animer ce webinaire et puis qui nous commencera par quelques propos introductifs. Puis, je me chargerai de vous présenter très rapidement la publication qui a donné lieu à ce webinaire aujourd'hui. Et puis ensuite, nous laisserons la parole à Nadine Allemand et Karine Léger pour redonner quelques éléments contextuels et d'enjeux sur la pollution atmosphérique. Et on terminera en donnant la parole aux entreprises, donc à Elsa Favromoni et Tenji, Johan Lang du groupe ADP et Pierre-Yves Burlot de Séché Environnement. Donc, sans plus attendre, Charlotte, je te laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va démarrer ce webinaire. Ça va faire venir les derniers. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet important au cœur de notre commission santé-environnement, mais souvent parent pauvre de nos stratégies environnement à nous, entreprises. Donc, vraiment ravie qu'on puisse mettre en lumière cette thématique de la pollution de l'air extérieur. Moi, je m'appelle Charlotte Ming. Je suis directrice du développement durable pour le groupe Suez et j'ai l'honneur d'être présidente de la commission santé-environnement de l'association EPE. Donc, je vais juste commencer par une très courte introduction pour présenter le sujet du jour et nous aurons évidemment l'occasion de prendre des questions au fur et à mesure des interventions. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Marie, à utiliser le chat et les commentaires à cet effet. Il y aura des sessions de questions-réponses à la fin de chaque on va dire chaque section d'intervention, donc pour que ce soit à la fois plus dynamique et plus facile pour vous de poser vos questions. Et puis on aura une autre, si possible, session ouverte à la fin du webinaire qui va durer jusqu'à midi environ. Alors, pour les propos productifs, donc on est, comme je le disais, au cœur du sujet santé-environnement, puisque la pollution de l'air extérieur, c'est aujourd'hui l'un des principaux risques environnementaux pour la santé humaine. Selon l'OMS, on connaît bien ce chiffre, hein, elle est responsable de plus de 4 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. Donc 4 millions, c'est les décès imputables à la pollution de l'air extérieur et 7 millions si on additionne la pollution de l'air intérieur et extérieur. Les sources de cette pollution sont multiples, le trafic routier, la pollution industrielle, le chauffage au bois, l'agriculture, tous vont émettre des particules fines, des oxydes d'azote, de l'ozone troposphérique et d'autres substances nocives pour la santé et qui sont à l'origine de pathologies graves et chroniques, l'asthme, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers, et puis à cela s'ajoutent des effets sur le développement cognitif de l'enfant ou même la fertilité chez l'adulte. Donc, c'est un sujet sanitaire majeur, assez invisible dans l'esprit du grand public, et c'est un sujet qui a un coût, puisque la pollution de l'air a un coût économique massif. En France, la dernière étude du Sénat, mais vous me corrigerez si je me trompe, publiée en 2015, dit que le coût de la pollution de l'air représenterait entre 70 et 100 milliards d'euros par an, en tenant compte des dépenses de santé, de la perte de productivité, de l'absentéisme au travail ou encore de la baisse des rendements agricoles. Et à l'échelle européenne, on estime que ce sont des centaines de milliards d'euros qui sont ainsi perdus chaque année. Autrement dit, l'inaction coûte cher, beaucoup plus que la prévention. Par ailleurs, c'est un sujet qui accroît les inégalités, puisque les populations les plus vulnérables sont les premières touchées. Les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques, mais aussi les personnes qui sont à faible revenu et qui sont souvent exposées à des environnements plus pollués. La pollution atmosphérique renforce donc les inégalités sociales de santé. Et dans ce contexte, quel est le rôle des entreprises? Il est essentiel. Alors évidemment parce que certaines activités économiques sont directement responsables d'émissions polluantes et que nos engagements en tant qu'entreprise vers des pratiques plus durables peuvent vraiment faire la différence. Et par ailleurs, presque toutes sont concernées par des impacts dans leur chaîne de valeur, sujet bien connu par les réglementations actuelles, CSRD ou CS3D à venir.
Face à cet enjeu de santé majeur qui nous concerne tous, il est donc indispensable de bien comprendre les mécanismes de la pollution de l'air, d'en mesurer les impacts et de travailler sur les solutions concrètes. Et c'est bien l'objet de ce webinaire que de montrer ce que font les entreprises aujourd'hui et quel est le chemin que nous devons tous prendre. C'est pourquoi en 2023, avec l'association EPE, nous avons choisi de démarrer un cycle de réflexion sur le sujet de la qualité de l'air. D'abord sur la qualité de l'air intérieur qui a abouti à une publication qui a été diffusée fin 2023 et qui est disponible sur le site d'EPE, donc je vous invite à la retrouver. Et puis aujourd'hui, sur la qualité de l'air extérieur, qui est le thème du jour. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir un panel très divers et d'experts très pointus sur le sujet que Marie a présenté, donc je ne vais pas y revenir. Mais tout de suite, passons à la synthèse de la présentation par Marie. Marie, peux-tu nous présenter en quelques mots la présentation et puis peut-être une question plus personnelle à la fin, si tu le sens, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les travaux autour de ces publications? Je te laisse la parole. Merci beaucoup Charlotte. Merci pour cette introduction très complète, ce qui du coup va me permettre de passer encore plus vite sur la présentation de la publication, ce qui est très bien. Donc effectivement, donc le webinaire, comme on le disait, est un peu pour lancer aussi cette publication. Donc comment les entreprises contribuent-elles à améliorer la qualité de l'air extérieur? Donc peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, vous donner quelques mots quand même sur l'Association française des entreprises pour l'environnement, donc EPE. Donc, on est un réseau de plus d'une soixantaine d'entreprises, de gros groupes nationaux et internationaux, et on a pour objectif de soutenir l'action volontaire des entreprises pour intégrer l'environnement dans les stratégies et leurs opérations. Donc pour ce faire, on anticipe, en tout cas on essaye d'anticiper les enjeux environnementaux, d'échanger entre entreprises avec nos parties prenantes à travers une douzaine de groupes de travail, dont la commission santé-environnement, qui est présidée actuellement par Suède et donc notamment par Charlotte Migne. Et puis aussi de développer des outils et des méthodes sur la base des meilleures pratiques identifiées, dont la publication que l'on présente aujourd'hui fait la synthèse. Et vous avez toutes nos autres publications et travaux qui sont sur notre site internet, comme l'a rappelé Charlotte. Donc, sur la publication en elle-même, donc c'est une publication qui est un peu plus courte que ce qu'on a l'habitude de faire, puisque l'objectif est vraiment de redonner tous les éléments contextuels autour de la qualité de l'air extérieur, et puis un peu de vulgariser le sujet pour aussi identifier quels sont les leviers d'action des entreprises sur ce sujet. Donc, on a essayé de répondre à plusieurs questions. Donc, pourquoi s'y intéresser? Quelles sont les sources de pollution de l'air extérieur? Comment la qualité de l'air extérieur elle est encadrée en France et en Europe? Et puis, donc, surtout, quelles sont les actions déployées par les entreprises? Donc, bien sûr, ça ne se veut pas exhaustif, hein, c'est vraiment juste des exemples d'actions et qui sont illustrés par des témoignages donc, au long de cette publication. Et puis avec cette dernière question un peu plus ouverte, c'est finalement comment ça s'intègre dans la transition écologique des entreprises et de nos sociétés. Donc sur la partie contextuelle, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails puisque Charlotte l'a déjà fait et que derrière nos intervenants vont aussi le rementionner. Donc on peut relever un enjeu sanitaire, environnemental, un enjeu aussi économique et de plus en plus aussi juridique. Et puis ce lien fort avec la qualité, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut retenir, c'est que donc il y a une amélioration vraiment réelle et tendancielle en Europe depuis les années 2000, mais malgré tout, on constate quand même toujours une augmentation des teneurs moyennes en ozone qui est considéré par le GIEC comme l'un des 4 enjeux majeurs de santé humaine liés au changement climatique et qui provoque aussi des baisses des rendements agricoles. On constate aussi des dépassements récurrents des seuils réglementaires et une multiplication des épisodes de pollution, notamment à l'ozone, mais aussi aux particules fines. Également que tous les polluants ne sont pas réglementés et certains sont de plus en plus préoccupants. Donc, c'est par exemple le carbone suie, les résidus de pesticides ou encore les particules ultra fines.
Il y a également beaucoup d'interrogations et on voit une force, beaucoup de publications sur les pollutions, notamment ponctuelles et les épisodes de pollution, mais la pollution chronique est aussi un énorme enjeu et est aussi à prendre en compte. Et puis enfin, une question un peu plus ouverte aussi, qu'en est-il des autres régions du monde où parfois la réglementation est beaucoup moins exigeante que ce qu'elle peut l'être en France et dans l'Union européenne? Donc, voilà, donc sur les sources de pollution, pareil, Charlotte l'a mentionné, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont très variées selon les secteurs et selon les territoires. Donc sur la slide, je vous ai remis les sources principales de pollution en fonction des secteurs. Donc ça, vous trouvez tout ça dans la publication et c'est une source de Data Lab. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Sur l'encadrement juridique, là, je vous ai remis le très beau tableau fait par le site EPA que vous pouvez trouver sur leur site sur finalement les nouvelles normes de qualité de l'air pour la protection de la santé humaine fixées par la nouvelle directive et qu'on fait la comparaison avec les normes de l'OMS de 2021. Donc ça, c'est vraiment plutôt une vision une réglementation assez transverse. Il y a aussi des réglementations plus sectorielles. C'est par exemple les normes Euro pour les véhicules. Voilà. Et donc finalement, ce qui nous intéressait, ce qui vous intéressera peut-être même le plus, c'est oula, ça est parti trop vite. Donc toute la partie sur finalement les leviers des entreprises. Donc on en a identifié 4 au sein de la publication. Donc finalement, comment la manière dont les entreprises peuvent collaborer avec les pouvoirs publics, donc apporter des connaissances et de l'expertise, et aussi collaborer à des projets communs, donc notamment l'aménagement urbain ou de démarches citoyennes. Donc on a les retours, les témoignages de EDF et d'Engie au sein de la publication et aussi aujourd'hui. On a également donc, le levier sur la réduction et le contrôle des émissions des transports, donc tout transport compris, donc c'est de la mesure, de la modélisation, pareil, de la contribution à des projets de recherche, de l'innovation sur la conception des véhicules et des matériaux utilisés, et puis aussi la décarbonation des flottes de transport, donc avec les témoignages du groupe ADP et Renault. La réduction et la surveillance des émissions des sites industriels. Donc, pareil, ça va être des outils de diagnostic et de surveillance en temps réel, de captage d'émissions, des technologies de réduction et puis aussi de l'optimisation des procédés. Et donc, ce qui est intéressant avec ces deux derniers leviers, c'est qu'ils peuvent avoir en tout cas une dimension qui n'est pas uniquement en France et dans l'Union européenne et qui va être aussi sur le reste des sites industriels ou des produits vendus dans le reste du monde. Et donc, justement, peut-être pas lié à des réglementations qui sont moins strictes que dans l'Union européenne. Et puis, le dernier pilier qui est peut-être plus tourné vers les entreprises, c'est la sensibilisation des collaborateurs, donc les encourager à rénover leur logement ou adopter des modes de transport moins polluants. Et donc, par exemple, avec la charte transition écologique des collaborateurs portée par EPE et signée par quelques entreprises dont je vous ai mis les logos sur cette slide. Et donc, nous, ce qu'on retient, c'est donc cette forte synergie entre la lutte contre la pollution atmosphérique et la décarbonation. Et donc, finalement, autant pour les sources, mais aussi que les solutions. Et donc, avec le besoin d'avoir cette approche systémique plutôt, pour agir efficacement sur ces deux sujets. Et donc, je vais laisser passer ma slide. Voilà, donc vous avez le QR code et la publication qui est à compter d'aujourd'hui en téléchargement sur notre site internet. Et donc Charlotte, pour finir, peut-être quelques mots par rapport à ta question. Donc, nous, ce qui nous a le plus intéressé et agréablement surpris justement au cours de ces réflexions, c'est de voir que c'est un enjeu dont les entreprises sont bien conscientes et qu'elles ont vraiment commencé à mettre en place finalement beaucoup d'actions sur ces sujets qui sont réglementés ou qui vont bien au-delà aussi de la réglementation. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui nous a marqué. C'est pour ça qu'on fait cette publication aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie, pour cette synthèse qui nous donnera l'envie d'aller en savoir plus. Et donc, nous allons maintenant passer au reste du contenu avec nos deux expertes, Nadine Allemand et Karine Léger. Donc, Nadine, vous êtes directrice adjointe du CITEPA. Karine Léger, vous êtes directrice générale de Airparif. Et avec vous, nous allons creuser les enjeux
de la pollution atmosphérique et le contexte réglementaire. Donc, je commence par vous, Nadine. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous brosser l'état du cadre réglementaire et normatif international et européen sur les émissions atmosphériques et son impact sur les politiques et les lois françaises? J'avais préparé ce slide sur qu'est-ce qui se passe à la Convention R. La Convention R, c'est une convention des Nations Unies qui nous permet, qui a été mise en place il y a déjà de nombreuses années. Et j'étais en train d'essayer en vain de remettre ma présentation. Voilà, qui a été mise en place dans les années 70, parce que à l'époque, déjà, la pollution atmosphérique, je dirais, transfrontière, avait été mise en évidence, et donc les parties à cette convention R, qui sont plus de 50, ont décidé de mettre en place des mesures. Et dans ces mesures, on a à la fois des protocoles de réduction des émissions et des travaux de compréhension de tous ces phénomènes de pollution atmosphérique et de leurs impacts sur les écosystèmes et la santé. Et donc, le principe de la Convention R, c'est, je dirais, de travailler sur tous ces enjeux, et les protocoles qui sont mis en œuvre par la Convention R sont basés sur les résultats de ces travaux scientifiques. Aujourd'hui, la Convention travaille sur la révision de certains protocoles. Et donc, on a dans ces protocoles, voilà, je vais peut-être arriver, voilà. Est-ce que là, vous voyez voilà, c'est revenu, hein, à force, mais je ne vais pas vous le mettre en grand, je suis désolée. C'est pas grave, on voit très bien comme ça. C'est voilà. Parfait. Voilà. Excusez-moi pour ces difficultés. Et donc aujourd'hui, on a ce protocole de Göteborg qui est en révision. Et donc les nouveaux enjeux, enfin les enjeux de la révision de ce protocole, juste pour vous dire quelles sont les caractéristiques de ce protocole. Attendez, si je reviens à cette slide, vous voyez la couverture géographique de la Convention R. Donc là, on a l'Union européenne, mais on a également les pays de l'Europe orientale, la Russie, l'Asie centrale, les pays des Balkans, la Turquie, les États-Unis et le Canada. Donc, l'ensemble de ces pays on parle des parties à la Convention, ils sont 51. Et donc, il y a eu des grands progrès de réaliser par l'ensemble de ces pays, mais on sait que ces progrès sont insuffisants. Aujourd'hui, les enjeux de la réduction des nouveaux protocoles qui sont en cours de mise en place, je dirais, c'est la portée et l'ambition du protocole. La cible qui est visée, c'est 2040. Donc, il y aura des nouvelles réductions qui seront proposées aux parties à la Convention. Et parmi les enjeux, il y a celui du carbone suie que vous avez cité. Le carbone suie, ce n'est pas un polluant indépendant qui est émis dans l'atmosphère, il est associé aux particules. Et vous savez que dans les particules, nous avons beaucoup de composés. Certains sont des composés qui vont refroidir l'atmosphère, d'autres qui vont réchauffer l'atmosphère. Et le carbone suie est un composé qui réchauffe l'atmosphère. On a aussi le méthane qui pourrait être inclus. Les réductions des émissions d'ammoniac sont jugées insuffisantes. Il faudrait encore les réduire puisque l'ammoniac a des impacts sur les écosystèmes importants et c'est aussi une source de particules secondaires. Voilà, et en fait, ce que cherche à faire la Convention, c'est de faire en sorte que tous les pays qui sont surtout à l'est de nos pays, l'Asie centrale et les Balkans, eh ben, arrivent à être plus impliqués dans la démarche de la Convention. Voilà. Alors ensuite, je ne vais pas le détailler, mais on a le pacte vert de la Commission européenne, et dans ce pacte vert, on a bien sûr la neutralité carbone en 2050, mais aussi l'objectif zéro pollution. Zéro pollution,
Donc, je ne vais pas le détailler parce que ça prendrait plus de temps, trop de temps, mais en tout cas, les piliers de la politique européenne en termes de réduction des émissions et d'amélioration de la qualité de l'air, ben, c'est la nouvelle directive sur la qualité de l'air ambiant. Là, je ne vais pas en parler puisque Karine en parlera, mais on a aussi des directives sectorielles et des directives pour la réduction des émissions de polluants. Et donc, on a la directive réduction des émissions nationales de polluants qui va rentrer en révision. Et dans les directives sectorielles, celles qui intéressent le plus sans doute l'auditoire que nous avons aujourd'hui, c'est la directive émissions industrielles. Et cette directive a été révisée très récemment. Donc si je donne quelques éléments sur la directive réduction des émissions nationales, voilà, c'est cette slide. C'est la directive de 2016 sur la réduction des émissions nationales de certains polluants, hein. On retrouve les oxydes d'azote, le SO2, les particules fines, les composés organiques et l'ammoniac. Et vous avez dans le petit tableau du bas les engagements de réduction pour la France. On a des engagements pour 2020 et 2030. Et vous avez aussi ce graphique qui vous montre pour les pays européens la réduction de nos émissions. Hein, on voit qu'on a été très très bon sur le SO2, on l'est beaucoup moins sur l'ammoniac. Voilà. Et donc, dans cette directive, elle demande aux États membres d'établir des plans d'action pour réduire leurs émissions. Hein, c'est ce qu'on appelle les plans d'action de réduction des émissions. Et en France, c'est notre fameux PREPA, le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques de la France. Le premier a été mis en place en 2017 et là, le ministère va réviser son PREPA pour la période 2026-2029. Et donc, ça, c'est, je dirais, un petit zoom sur ce que les États membres ont pu réaliser. Et donc, pour les divers polluants, vous voyez en vert que la plupart ont réussi, mais on voit quand même pour le premier polluant, sur l'ammoniac, qu'on a une petite dizaine de pays qui n'ont pas réussi à respecter les engagements 2020. Pour les autres polluants, la situation est meilleure, mais on doit aller vers la réduction pour 2030. Donc, cette directive rentre en révision. Hein. On a un plan d'action de la Commission. On aura sous peu des informations plus détaillées sur la révision de cette directive. Après, on a la directive IED. Je ne vais pas la détailler parce que nous avons un panel d'industriels qui connaissent parfaitement cette directive, mais on a le concept de meilleures techniques disponibles et que les conclusions qui sont élaborées par la Commission servent à la mise en place des autorisations de fonctionner pour les sites industriels, puisque nos sites industriels doivent se conformer à ces valeurs limites d'émissions qui sont mises en place dans les permis. Cette directive a été révisée. Hein, on a aujourd'hui, elle a été révisée pendant plusieurs années, là, entre 2022 et 2024. Et enfin, à la mi-2024, cette directive a été publiée au journal officiel. Et on appelle aujourd'hui cette directive IED révisée la directive 2.0. Voilà. Très bien. 2.0. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Et là, pour ceux vous avez qui... un peu je dirais pour garder en mémoire deux mots, il y a des valeurs limites plus ambitieuses, un plan de transformation intégrée, c'est-à-dire qu'on a l'intégration air et climat, hein, donc des plans de transformation pour les entreprises, voilà, et la promotion de l'innovation, je Très bien. dirais.
Très bien, merci beaucoup. Alors Mhm. pour ceux qui étaient friands d'avoir les slides plus grands, bah, vous les aurez après pour vous y Je suis référer. désolée, il faudrait, Aucun je ne sais pas problème. pourquoi j'arrive pas à enlever Le ce but n'était pas petit. forcément d'aller dans le détail du détail. En gros, ce qu'on Oui, comprend, c'est qu'il y a une réglementation déjà existante et qui se renforce, il y a une logique d'intégration de plus en plus forte entre les sujets climat et pollution. Et donc, je pense voilà. que votre Oui. propos était très clair à cet égard. Alors, Karine, passons à vous. Qu'en est-il pour ce qui est des concentrations de polluants sur ce sujet? Et puis, est-ce que vous avez envie de rebondir sur les propos de Nadine? Oui, alors peut-être pour clarifier, alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Votre introduction était excellente, en particulier Marie, sur les enjeux de pollution atmosphérique. Peut-être rappeler, parce que c'est pas toujours très clair, qu'en fait, quand on parle de pollution atmosphérique, on parle de deux choses. On parle d'un côté des émissions, c'est ce que Nadine a présenté, donc c'est les quantités de polluants qu'on rejette dans l'atmosphère, typiquement les cheminées d'usines, les pots d'échappement, etc., ou les activités aussi des individus, des citoyens, et les concentrations. Et ça, c'est ce qu'on respire. Et la difficulté, c'est que, en fait, il n'y a pas de lien simple entre les deux, puisqu'entre les deux, vous avez un truc qui s'appelle la météo, qui va soit disperser la pollution, soit la concentrer, soit créer ce qu'on appelle des polluants secondaires. Typiquement, l'ozone n'est pas directement émis par une activité, mais provient de réactions chimiques dans l'atmosphère. Et donc, la force des réglementations, notamment des directives européennes, c'est en fait d'agir sur ces deux volets. Le volet émissions avec donc les émissions des États membres, en agissant aussi sur les émissions, alors par exemple sur les normes euro pour agir sur les émissions du trafic, sur les émissions industrielles avec un certain nombre de réglementations, et sur les concentrations. Donc ça, c'est la nouvelle directive sur l'air ambiant qui fixe du coup les valeurs limites ou ce que vous devez, enfin ce que l'Europe estime enfin, ce que vous devriez pouvoir respirer en termes de qualité de l'air et donc avec des valeurs limites à respecter par rapport donc aux concentrations. Tout ça, en tout cas, sur les concentrations, c'est en lien avec les recommandations de l'OMS. L'OMS émet un certain nombre de recommandations sur ce que devraient être les concentrations de polluants dans l'air par rapport à leur effet sur la santé. Ce qui se passe, c'est que l'OMS a reconnu il y a quelques années que par rapport aux connaissances sanitaires que vous avez aussi décrites en introduction, donc la pollution a beaucoup plus d'effets que ce que l'on estimait. C'est pas que au niveau cardiovasculaire et respiratoire, mais il y a aussi des enjeux cognitifs, des enjeux sur la reproduction, des enjeux sur les fœtus, etc. Et qu'en plus, la pollution agit à un niveau moins important que ce qu'on pensait par ailleurs. Et donc, ces études sanitaires ont conduit l'OMS à promulguer des recommandations qui sont plus basses que ce qui existait par avant. De ce fait, dans les discussions sur la nouvelle directive européenne, la directive européenne a aussi mis en avant des valeurs limites applicables à partir de 2030 qui sont plus basses que la précédente directive qui datait de 2008. Et donc ça, c'est vraiment, alors elles ne sont pas complètement liées, il y a aussi des étapes entre 2030 et 2050. Néanmoins, l'objectif pour les directives européennes, c'est de rejoindre ces recommandations de l'OMS et donc ça va abaisser les valeurs limites. Ce qui est important de comprendre, notamment pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens, c'est qu'on se retrouve dans une période qui est un peu un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup amélioré la qualité de l'air. Typiquement, en Île-de-France, on a baissé de 40 à 50% la pollution sur la plupart des polluants. Certains polluants sont complètement... le problème est complètement résolu, typiquement le soufre ou le plomb. Donc ça, c'est aussi lié aux directives européennes avec la diminution du taux de soufre dans l'essence, par exemple. La suppression de l'essence plombée a eu un impact direct sur la pollution atmosphérique. Néanmoins, on a toujours un dépassement de certaines valeurs limites de la précédente directive, donc celle de 2008, mais qui se résorbe progressivement, et notamment à Paris et à Lyon. C'est toutes les discussions autour des ZFE qui ne vous ont certainement pas échappé. Mais normalement, à partir de 2026, y compris à Paris et à Lyon, on devrait respecter les valeurs limites de la précédente directive. Néanmoins, quand on se projette sur 2030, on va avoir une cinquantaine d'agglomérations qui vont de nouveau dépasser la réglementation. Et ça, c'est lié justement à la prise en compte d'un effet sanitaire de la pollution qui est plus important. Autre chose qui est important par rapport à cette nouvelle directive, c'est que, au-delà du fait qu'elle va abaisser les valeurs limites, c'est qu'elle va aussi ouvrir le champ aux citoyens et aux associations à des recours juridiques plus importants, notamment vis-à-vis de l'État, mais aussi potentiellement vis-à-vis des entreprises. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête.
Et puis, effectivement, comme tu l'as souligné, Nadine, le plan zéro pollution de l'Europe est aussi extrêmement important, pas seulement par rapport aux objectifs en termes de valeur limitée de réglementation, mais aussi parce qu'il oblige à réfléchir un peu différemment en intégrant à la fois les enjeux de changement climatique, biodiversité, déchets, pesticides, et donc d'avoir des approches qui sont beaucoup plus transversales et beaucoup moins en silo. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant. Euh, pour dézoomer, ça c'est la situation en Europe, donc des choses qui ont fonctionné et je pense qu'on peut, dans la situation, dans le contexte actuel de remise en cause d'un certain nombre de valeurs environnementales et sanitaires, ce qui a été fait en Europe est vraiment remarquable pour l'amélioration de la qualité de l'air, pour les plans d'action, l'information des citoyens, la mise en place d'un dispositif de surveillance qui est assez unique dans le monde. Et dans d'autres zones du globe, vous avez en fait des niveaux de pollution qui continuent à augmenter. Et vous avez des situations qui ressemblent, voire même en pire, à ce qu'on a connu avec l'épisode de Londres en 52, qui avait fait plusieurs milliers de morts à l'époque. Donc on a, je pense aussi, côté entreprise et côté acteurs économiques, acteurs publics, à mettre aussi en avant, y compris en termes d'avantages, en termes d'expertise, qui a été fait en Europe. Enfin, voilà Merci pour les beaucoup. enjeux de mon côté. Merci Karine. Du coup, pour les entreprises, au-delà des enjeux sanitaires, vous avez donc parlé d'enjeux juridiques potentiels avec cette possibilité de recours. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont importants pour vous côté entreprise? Alors, vous les avez très bien synthétisés, hein. C'est aussi les enjeux par rapport aux émissions, puisque les entreprises contribuent en termes d'émissions, alors que ce soit directement par leurs activités pour les entreprises industrielles, indirectement par ne serait-ce que les transports ou l'activité des salariés. Bien sûr. Les enjeux de réputation, les enjeux aussi de RSE et de CSRD et de RSE. On a fait une matinale, notamment la semaine dernière, sur la question du CSRD qui est très diminué, mais il y a aussi des questions de pollution atmosphérique. Sur la question de la RSE, ça peut être aussi des questions d'attractivité pour les équipes, de réputation, de notoriété, avec des jeunes générations qui sont aussi beaucoup plus sensibilisées à ces sujets, qui peuvent faire le choix d'entreprise, et on le voit y compris pour une association environnementale comme Air Tarif, qui ont des préoccupations environnementales et qui ont besoin d'être alignés entre leurs préoccupations et leur travail. Donc ces questions de pollution atmosphérique peuvent contribuer aussi à adresser ces sujets. La difficulté aussi, c'est les changements de réglementation. Et typiquement, c'est tous les débats autour des ZFE. On a des témoignages dans nos membres et dans nos adhérents d'entreprises qui ont fait le choix de s'impliquer très largement sur des questions de pollution atmosphérique parce que ça peut être aussi des débouchés sur des nouvelles activités. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, de la Poste. À la fois sur l'aspect logistique, livraison du dernier kilomètre, mais aussi sur des nouvelles activités avec des mesures dans les bureaux de poste ou via les facteurs qui étaient intéressantes à creuser via un projet d'innovation avec la région Île-de-France et qui se retrouvent finalement à mettre en place des investissements qui sont importants dans la perspective que la ZFE va se renforcer et va devenir plus contraignante et qui du coup n'arrivent plus à valoriser ces investissements parce que la réglementation, en tout cas les discussions changent et ça je pense que c'est une vraie difficulté. Clairement. C'était des enjeux d'innovation. Et ce qu'on développe en Île-de-France, c'est aussi une très belle plateforme pour le valoriser à l'international, puisque les contraintes sur la pollution de l'air se renforcent aussi, alors que ce soit dans différents pays et villes en Europe où les ZFE existent déjà depuis longtemps, mais que ce soit aussi à l'international, notamment en Chine. La Chine prend de plus en plus une part importante sur ces questions-là, y compris en termes de leadership en Asie du Sud-Est, pour montrer qu'eux ont agi et ont été capables de mettre en place des choses. Ça peut être aussi, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est aussi des questions d'expatriation. On le voit dans les pays avec lesquels on travaille, notamment en Inde ou au Pakistan. On a finalement les mêmes préoccupations que celles qui existaient en Chine il y a quelques années, où c'est de plus en plus compliqué, à la fois pour les ambassades, mais aussi pour les entreprises, d'envoyer des gens, et notamment des personnes avec des familles. Comment est-ce qu'on envoie aussi des équipes dans ces pays où les niveaux de pollution sont pour le coup vraiment très conséquents? Eh ben, c'est déjà pas mal. Je pensais aussi à l'enjeu potentiellement de financement avec des investisseurs qui sont de plus en plus importants, mais je crois qu'on a bien fait le tour. Merci beaucoup. Peut-être on peut zoomer sur un sujet assez pratico-pratique. Quel est le rôle des Atmos? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, en particulier d'Air Paris, et comment vous travaillez avec les entreprises sur ces sujets?
Karine? Alors, c'est les ASCA, Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, puisqu'en France, la surveillance de la qualité de l'air a été confiée par la loi sur l'air en 96 à des associations indépendantes. L'objectif, c'est d'avoir autour de la table les différentes parties prenantes. Donc, on retrouve l'État, on trouve les collectivités, on retrouve les acteurs économiques. Alors, historiquement, plutôt des industriels, mais de plus en plus des acteurs économiques pour qui, finalement, la qualité de l'air devient aussi un enjeu de marché. Et des associations de protection de l'environnement et des chercheurs. Et donc, c'est à la fois un écosystème qui est extrêmement riche puisque ça permet de discuter, de dialoguer sur ces sujets qui sont aussi des sujets de société et des sujets alors, qui peuvent être aussi plus ou moins polémiques. J'ai cité les ZFE. À Paris, on a la question de la vitesse sur le périphérique, la question de la qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines. À un moment donné où les gens finalement se parlent de moins en moins, c'est des espaces de discussion et de partage des informations. Donc les entreprises finalement font partie, si elles le souhaitent, de ces associations agréées de surveillance de la qualité de l'air dans le collège des acteurs économiques. Nous, on a historiquement plutôt des industriels au titre des émissions dans l'atmosphère. On a de plus en plus des énergéticiens, typiquement GRDF, avec qui on travaille par exemple sur les questions des data centers. On a des entreprises de transport, alors que ce soit RATP, ADP qui va intervenir tout à l'heure, mais aussi Île-de-France Mobilité, ou la plateforme française, le PFA. On a des énergéticiens, donc je le disais, on a une mutuelle, on a Aesio, puisque en termes de marché, finalement, comment on met l'accent sur la prévention, la qualité de l'air, c'est 9000 morts par an en Île-de-France. Ça s'améliore, mais néanmoins, ça reste une préoccupation. C'est 5 à 20% de nouvelles pathologies, que ce soit de l'asthme, que ce soit des AVC, etc. Donc, comment on met l'accent sur la prévention, et ça, c'est un champ qui intéresse aussi les mutuelles. C'est la logistique, j'avais cité la Poste. Ça peut être des promoteurs immobiliers. Comment est-ce qu'on continue à construire dans des environnements qui sont pollués ou avec des contraintes beaucoup plus importantes pour protéger les gens quand on construit le long du périphérique, ou en tout cas faire en sorte que la qualité de l'air ne soit pas davantage dégradée, dans un contexte aussi où les contentieux juridiques sont de plus en plus importants et que des projets d'urbanisme ou d'infrastructures peuvent être arrêtés pour des questions de pollution atmosphérique. On travaille donc dans le conseil d'administration. C'est la mise en place aussi d'expérimentations. Typiquement, avec nos partenaires comme la région Île-de-France, on a en place des expérimentations sur des appareils de dépollution, par exemple dans le métro, dans les enceintes ferroviaires souterraines, avec des entreprises, ou dans le cadre d'Airlab, puisqu'on a un laboratoire d'innovation, mais d'autres ASCA en ont aussi. Ça peut être des projets avec des réponses d'appel d'offres, y compris à l'international. Et puis, ça peut être aussi, dans le cadre de nos partenariats aussi avec des collectivités, avec l'État ou avec l'AFD, sur des projets à l'international. Donc, les modalités de travail avec les entreprises sont diverses. Elles sont plutôt institutionnelles ou peuvent être vraiment sur des projets ou des expérimentations, des évaluations de dispositifs, un peu au cas par cas en fonction des enjeux territoriaux. Merci beaucoup, Karine. Nadine, on va revenir à vous et peut-être revenir sur le CITEPA et en particulier le rôle du CITEPA et comment vous-même vous travaillez avec les entreprises. Alors, vous êtes de nouveau, il faut que vous enleviez votre micro. Le CITEPA est une association, loi du 1901. Justement, nous rassemblons une centaine d'adhérents, parmi lesquels de nombreuses organisations industrielles que vous avez aussi chez EPE, et voilà, et d'autres. Nous rassemblons des organismes de recherche, des ASCA, etc. Et donc, nous travaillons, alors, dans le cadre, nous avons une mission d'intérêt général pour le ministère de la Transition écologique pour réaliser tout ce que le ministère doit faire en termes d'inventaire des émissions. Mais donc, nous avons aussi de nombreuses autres activités, puisque nous avons des activités à l'international. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires que nous faisons à l'international est quasiment équivalent à celui que nous pouvons faire pour l'administration française. Et donc, nous avons aussi une activité destinée à nos entreprises, adhérentes ou non d'ailleurs. Donc, en fait, que faisons-nous avec les entreprises? Nous avons développé des offres d'abord de formation. Les entreprises peuvent venir se former au CITEPA sur tout ce qui concerne
la déclaration des émissions, ce qu'on appelle le GREP, la déclaration des émissions de polluants et de gaz à effet de serre, les travaux sur l'ETS, nous avons plusieurs experts, vous ne citez pas, qui sont devenus de véritables experts sur le sujet. Nous avons les plans de gestion de solvants, les installations de combustion, très important, et puis aujourd'hui, des activités de formation sur CSRD et également le mécanisme d'ajustement aux frontières. Et puis, nous pouvons accompagner des entreprises sur divers sujets, sur leur quantification et la stratégie de décarbonation. Nous avons plusieurs experts qui sont habilités à travailler sur ces sujets avec des diagnostics décarbonation, des sujets acte pas à pas, l'optimisation des plans de transition. Voilà, donc nous apportons cette offre sur le sujet de décarbonation. Nous avons des offres relatives à l'ETS, donc avec les plans de surveillance, les déclarations annuelles, l'évaluation et les projections des émissions avec divers outils de calcul qui peuvent aider les exploitants. Et puis, nous avons développé aussi une offre de services entière en termes de MACF, le mécanisme d'ajustement aux frontières, avec de l'expertise technique, des conseils stratégiques, de la formation, de l'assistance à la déclaration et au reporting, et puis également des analyses prospectives et des trajectoires de transition. Voilà. Et puis, nous avons au sein du CITEPA, on gère ce qu'on appelle le Forum Pollution atmosphérique transfrontière, c'est-à-dire que l'on réunit également très régulièrement, au moins une fois par trimestre, nos adhérents pour parler pollution atmosphérique, comprendre les enjeux du ministère, quelles sont les évolutions réglementaires. Voilà. Et Très bien. c'est ainsi que nous travaillons avec nos Les adhérents. entreprises. Ok, donc on voit bien qu'il y a toute l'importance de décrypter la réglementation, d'accompagner, de former et de faciliter le dialogue entre Voilà. entreprises, inter-entreprises, avec le public et avec les riverains, comme vous le rappeliez dans le chat, Karine. Merci beaucoup. Et merci à vous deux pour ces interventions passionnantes. On va avoir le temps de prendre une question avant de passer à Angie. Est-ce qu'il y aurait une question sur le chat? Je n'en ai pas vu. J'ai vu des commentaires, mais si vous avez une question, oui, Marie. Sur le chat, il y a la question de François Christians. Lors du confinement de 2020, certains pays se sont rendus compte de la pollution atmosphérique, notamment donc l'Inde. Comment capitaliser sur cette prise de conscience? Alors en fait, oui. Alors, on travaille par exemple avec le Pakistan. On a un projet avec l'ambassade de France et l'AFD où on a des niveaux au Pakistan qui sont 10 à 100 fois pires que ce qu'on peut mesurer en Île-de-France. Je vous donne juste un exemple. En Île-de-France, à 50 microgrammes par mètre cube, on est en épisode de pollution. Quand on était au Pakistan au mois de décembre, ils étaient à 500 microgrammes et ils sont montés à plus de 1000. Et à plus de 1000, on ne sait pas si c'est vraiment parce que c'était plus de 1000 ou si c'est parce que les appareils ont saturé et que c'était même pire que ça. Donc les niveaux sont vraiment très conséquents, avec des impacts forcément sur la population, des impacts aussi d'un point de vue géopolitique, et notamment entre l'Inde et le Pakistan, et ça concerne aussi la question de la pollution atmosphérique, même si ce n'est pas la question la plus importante, de visibilité du pays, d'attractivité, d'enjeux aussi pour les entreprises et touristiques, qui font que ce pays, en tout cas, réagit. C'est ce qui a poussé la Chine aussi à réagir, et notamment parce qu'il y a des mouvements de population. Pour l'Inde, je ne sais pas. En tout cas, c'est un enjeu pour le pays, c'est un enjeu aussi d'attractivité, c'est un enjeu pour les entreprises. L'Inde se rend compte aussi que les touristes ne veulent plus aller en Inde pour ces questions de pollution atmosphérique, donc je pense que c'est ce qui va faire bouger les choses. Néanmoins, on est dans un contexte populiste extrêmement important. Et l'Inde en fait partie, et la question environnementale est certainement pas, et la pollution de l'air est certainement pas la question la plus importante. Mais il y a des pays qui bougent parce que ça devient aussi un enjeu de réputation, un enjeu économique, y compris dans les pays en voie de développement. Je vous citais le Pakistan, qui fait partie des pays les plus pauvres. Donc voilà, c'est pas l'enjeu principal, mais néanmoins, à partir du moment où il y a soit des mouvements de population, et c'était le cas aussi au Vietnam, ou des enjeux aussi d'attractivité économique, ça fait aussi bouger les gouvernements.
Juste vous dire, parce que c'est intéressant, en France, du coup, on a aussi eu un épisode de pollution, et c'est pendant le Covid, malgré le fait que l'on était tous confinés, on avait toujours un peu de trafic, on avait des activités agricoles qui continuaient, et dans ce cadre-là, on a eu un épisode de pollution, ce qui montre, qui a permis de mettre en évidence des activités qu'on voit moins, notamment l'agriculture. Parce que d'habitude, c'est le trafic ou le chauffage qui prend le pas, mais en tout cas, on avait aussi cet aspect pollution atmosphérique, y compris pendant le confinement. Merci beaucoup. On va passer aux entreprises. On verra peut-être, moi j'ai encore une ou deux questions pour vous, mais je me les garde pour être sûr que nous avons le temps de dérouler. Merci beaucoup, mesdames. Alors, nous allons passer à Elsa. Elsa, êtes-vous bien là? Parfait. Donc, Elsa Favreau-Monnier, responsable ESG opérationnel chez Engie. Alors, avec vous, Elsa, on va creuser l'aspect du dialogue citoyen avec votre démarche People Lab. Pourquoi est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de People Lab, nous expliquer ce que c'est et pourquoi avoir initié cette démarche citoyenne, quels étaient les objectifs et puis évidemment quels sont les principaux résultats de cette démarche? Merci Charlotte et bonjour à tous. Alors désolée si ma voix déraille, malheureusement je l'ai perdue et elle ne revient pas. Hem, C'est correct. donc pourquoi le People Lab? Alors, chez Engie, on croit beaucoup à la participation, et à l'interaction avec les parties prenantes et notamment les acteurs du territoire. Et donc de façon générale, on a mené 14 People Lab. Donc l'idée, c'est de recueillir de faire un état des lieux, de recueillir le vécu, les attentes des différentes parties prenantes, soit d'un territoire, soit en interne sur un sujet donné. Et ensuite de co-construire ensemble des solutions qui se veulent normalement innovantes et de passer à l'échelle, de passer à l'action, donc de les mettre en place. Et donc par rapport à la qualité de l'air, avec différents acteurs du territoire, Auvergne-Rhône-Alpes, il nous semblait intéressant de lancer cet échange et ce travail d'intelligence collective et citoyenne, à l'échelle du territoire. Et donc c'est une grosse centaine d'ambassadeurs qu'on a sollicités, donc avec cette logique de 3 étapes, hein, donc le recueil, la compréhension des enjeux du territoire, les attendus, le pourquoi, et cetera. Donc ça a démarré en 2021, donc on était encore, bien dans la période covid et ça s'est terminé en 2023. L'objectif, c'était vraiment, trouver des solutions concrètes face à la complexité que peut être la qualité de l'air, le fait que ce soit très multi-acteurs et que donc il faut travailler ensemble pour essayer de réduire ces pollutions. Donc il y a eu différentes, forcément beaucoup de solutions ont émergé. Différentes solutions ont été testées, beaucoup de propositions de sensibilisation. Donc en fait, on a travaillé avec Crédit Agricole, mais aussi avec des écoles. Donc en fait, il y a eu énormément d'actions, d'explications. Quand on parle qualité de l'air, de quoi on parle, d'où viennent les polluants, et aussi comment agir en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant qu'élu local. Donc ça, enfin, je peux vous donner quelques exemples d'actions, hein. Ça peut être passer des bus carburant classique à des bus qui roulent au gaz naturel, voire des bus électriques en fonction des possibilités. Ça peut être inciter la mobilité douce et donc réduire l'impact des véhicules. Ça a été aussi fortement dans cette région inciter à changer le mode de chauffage bois en individuel. Donc pour passer sur des poêles qui émettent beaucoup moins, puisqu'on sait faire, mais si on a une cheminée ouverte, l'impact n'est pas le même que si on a un poêle homologué et qui émet beaucoup moins. Voilà, des exemples d'actions. Pour nous, c'était vraiment riche en apprentissage aussi, et c'était le premier People Lab qu'on faisait à l'échelle d'un territoire. On en avait fait plusieurs, mais à des échelles beaucoup plus petites.
Merci beaucoup, Elsa. Et un autre sujet dont on voulait parler avec vous, c'était le sujet de la biosurveillance au service de la qualité de l'air. Alors, d'abord, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, en cette journée de la biodiversité, dites-nous ce que c'est que la biosurveillance. Et puis, voilà, comment vous l'avez utilisé et quels sont les avantages. Est-ce que c'est vraiment, vraiment utile ou est-ce que c'est un gadget pour faire plaisir aux amoureux de la biodiversité? Et en plus, je pense que ça répondra à une des questions de François Oui, Christian May. exactement. On y va. Donc, le propos tombe à point. Alors déjà, en général, biosurveillance de la qualité de l'air, l'idée, c'est d'utiliser la nature pour comprendre l'impact de la pollution, sa dispersion, l'état de la biodiversité également dans un territoire donné. Donc là, je vais développer plutôt la partie surveillance de la qualité de l'air, mais on utilise nous aussi la biosurveillance pour comprendre l'état de la biodiversité, la présence des pesticides, la présence des métaux lourds à l'aide du pollen des abeilles, mais je ne vais pas développer cette partie-là. Là, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de quelque chose encore plus originel, qui est la surveillance de la qualité de l'air à partir des lichens. En fait, dans la famille des lichens, il y a des espèces qui aiment l'azote, qui aiment le soufre, qui aiment certains polluants, et donc qui vont plus se développer que d'autres en fonction de la qualité de l'air présente. Donc on n'est plus du tout sur du quantitatif, mais vraiment sur du qualitatif. Ça permet de comprendre la dispersion sortie de cheminée des polluants. Vous allez me dire, OK, mais quand on est à proximité d'une grosse zone industrielle ou qu'il y a plusieurs types de pollution dans un secteur donné, comment on est capable d'identifier l'origine de ces polluants par rapport uniquement à la présence des lichens? Donc là, on va un tout petit peu plus loin, on fait des analyses et en fait, on a des traceurs qui permettent de dire cette pollution, potentiellement, elle va venir davantage de l'activité autoroutière, par exemple, que de la combustion d'une chaufferie biomasse, pour prendre un exemple. Donc, typiquement pour la biomasse, le bois, au moment de sa combustion, émet un sucre, le lévoglucosant, qui nous permet de savoir exactement, une fois qu'on a fait ce mapping avec les lichens, si la pollution présente pourrait être à l'origine ou pas de l'impact d'une combustion de bois, par exemple. Alors pourquoi on a voulu tester ça au niveau des NJ? Alors il faut savoir que c'est une obligation réglementaire pour les incinérateurs. Et donc ça a un peu attisé notre curiosité et on voulait mieux comprendre. En fait, en tant qu'industriel, on a des tas d'outils de simulation de la dispersion du panache des fumées, mais peu de moyens de vérifier ces approches théoriques. Et le lichen s'est avéré être vraiment une bonne approche. On ne fait qu'observer la nature. Donc l'outil principal, ça va être les arbres ou les pierres, enfin partout, tout milieu où le lichen peut se développer. On définit un périmètre donné, on observe. L'idéal, c'est d'observer une année, de mener des actions si on a identifié des zones un peu critiques pour réduire l'impact. Et quelques années après, de refaire cette observation pour voir si les actions se sont avérées efficaces. Très clair, merci beaucoup. Effectivement, c'est l'avantage de ce type de mesure. Effectivement, c'est de manière empirique, regarder vraiment l'évolution de l'empreinte sur la vie en temps réel. Donc, c'est effectivement très utile. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions pour Elsa avant de passer à notre collègue d'ADP? Vous pourrez y revenir après si besoin. On acceptera une question décalée. Bien si sûr. Pour le moment, merci je en n'en tout vois cas. pas. Merci Ok. beaucoup. Eh bien, nous allons passer à Johan Long. Alors, Johan, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Super, merci. Je ne vous vois pas, mais vous devez pas être loin. J'ai réactivé la caméra. Oui, Ah ok, super, c'est juste que je ne vois pas dans mon écran, pas de problème. Donc vous êtes Air Quality Modeling Expert chez ADP. Alors avec vous, on va rentrer dans une
une initiative que vous avez mis en œuvre qui est en fait un laboratoire dédié qualité de l'air, une unité, pardon, qualité de l'air dans votre laboratoire du groupe ADP. Et donc, la question, c'est pourquoi avoir choisi de dédier une unité à ce sujet et quel est son rôle dans le laboratoire? Première question. Alors oui, très très bonne question. Bon, je tenais à remercier du coup les précédents intervenants. Merci Elsa hein, pour cette analyse de la biosurveillance. C'était vraiment très très intéressant. On devrait peut-être mettre un peu plus de moyens, nous aussi, côté ADP, pour faire ceci. Alors, pour revenir en fait à nos moutons, donc moi je suis un expert qualité de l'air au sein effectivement de l'unité ou du laboratoire en fait d'aéroport de Paris qui s'est doté en fait d'une unité qualité de l'air pour surveiller, monitorer en fait l'impact des émissions aéroportuaires sur les 3 plateformes franciliennes opérées par ADP, à savoir Orly, Le Bourget et Charles de Gaulle. Donc, les objectifs, en fait, c'est des exigences réglementaires, la surveillance d'installations ICPE. Par exemple, sur Charles de Gaulle, il y a encore des cheminées qui permettent d'amener en fait de l'énergie, chauffage de l'eau notamment, donc des installations ICPE, selon un décret bien spécifique relatif à la Société d'aéroports de Paris. Il y a également la publication, un engagement en fait d'Aéroports de Paris et un décret associé pour la publication des données de la qualité de l'air. On a une plateforme en fait dédiée qui s'appelle Entre voisins ADP sur lequel on publie tous nos bilans et toutes nos actions environnementales. Il y a également des engagements du groupe ADP, donc plutôt du volontariat du groupe, en termes de qualité de l'air et de décarbonation. Donc du coup, ça rentre également dans ce scope. Et d'autres aspects plus internes avec des contrats de surveillance de la qualité de l'air avec des unités internes du groupe ADP. Voilà. Son rôle, principalement, c'est je dirais, enfin, avant de parler de son rôle, je vais parler un petit peu des différentes activités qu'on a au sein de cette unité. Donc, il y a d'abord un réseau de surveillance de la qualité de l'air à partir d'instruments de référence, c'est-à-dire qu'on utilise des référentiels internationaux et nationaux en matière de surveillance de la qualité de l'air. Donc, c'est des instruments qui sont robustes, qui fournissent en fait une information, je dirais, fiable, auditable et reproductible notamment, pour surveiller justement les cheminées des centrales thermiques. Voilà, plus pour les émissions et pour l'air ambiant. Donc, on s'est focalisé, on a parlé tout à l'heure de signature. Nous, effectivement, on s'intéresse aussi à la signature des activités aéroportuaires, donc liées à de la combustion. On va parler donc d'oxyde d'azote. Donc voilà, on a des polluants réglementés qu'on suit, donc oxyde d'azote, PM10, PM2,5 pour les particules. Et on fait également un focus sur des polluants, je dirais, émergents, qui ont été d'ailleurs listés par Marie au préalable sur les particules ultrafines, qui nous intéressent au plus haut point, compte tenu de l'impact de l'aérien justement sur ces polluants-là, les carbones suisses. Donc on suit en fait, je dirais, les préconisations de l'ANSES en particulier, justement, pour essayer d'être à la page et pour essayer de fournir en fait une réponse fiable sur la pollution en fait des aéroports, quoi. Donc voilà. Très, très clair. Euh, Pardon, Yoann. Ouais. Du Non, coup, j'allais passer à la prochaine question, mais ah ouais, mais j'ai pas du tout fini en fait, mais ok, après très bien. je peux peut-être aller plus vite. Donc là, voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite si vous le souhaitez, si c'est important. Enfin, voilà. Après, on a un volet R&D où justement on va aller un peu au-delà de cette surveillance, où on va s'inscrire en fait dans des projets et du pilotage de projets européens Olga, pour pas le citer, qui vise en fait à décarboner les aéroports en fait, ou quelles sont les mesures à mettre en place pour, je dirais, réduire l'empreinte carbone, pour être un peu objectif, des aéroports. Et un troisième axe, c'est la production d'inventaires cadastrés des émissions de la pollution, voilà, et des gaz à effet de serre, et également la modélisation de la dispersion de ces émissions sur notre plateforme, avec l'intégration du groupe ADP dans le cadre de ces demandes d'autorisation environnementale. Donc voilà, donc on utilise un certain nombre de modèles qui sont validés
et qu'Air Paris d'ailleurs connaît très bien. Donc voilà un peu je dirais nos activités. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole, du Non, coup. non, 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 pas de problème. Oui. Donc, vous nous avez parlé des activités, du rôle. Vous avez un peu touché du doigt le lien entre pollution atmosphérique et émissions de GES. Est-ce qu'il y a une mission commune du laboratoire ou de l'unité qualité de l'air sur le sujet réduction des émissions de GES? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a vraiment un objectif de quantifier les mesures que veulent mettre en place les unités opérationnelles, c'est-à-dire ceux qui vont gérer comment les avions vont voler au sein de la plateforme. Donc, du coup, on essaye de regarder ce qu'on peut faire. Donc, c'est plutôt des opérations au sol, où on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, un avion, quand il atterrit, quand il va décoller, il va aller sur un poste avion, enfin dans un poste avion pour débarquer les passagers. Et donc, du coup, il va rouler. Et habituellement, les avions, quand ils roulent, ils utilisent l'ensemble de leur moteur, en fait, de leur réacteur. Donc, on essaie de chercher à réduire en fait cet impact-là en mettant en place je dirais, des tractages électriques, Passion, oui. voilà, ou l'utilisation d'un seul moteur, par exemple. C'est aussi une possibilité. Donc, nous, en fait, on est au sein du laboratoire, on est appelé pour donner en fait une information quantitative sur les gains espérés. À titre d'exemple, dans ce cadre-là, quand on parle de un seul moteur qui fonctionne au lieu des deux, intuitivement, on va s'attendre à avoir une baisse de 50% des émissions de CO2 et en fait, ce qu'on observe, c'est des émissions peut-être un peu plus, enfin, des gains qui sont peut-être un peu moins élevés. Donc, on apporte une information, je dirais, quantitative pour être le plus objectif possible. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place. Aussi de l'électrification de la flotte d'aéroports de Paris. Voilà. Donc pareil, il y a des opérations au sol, par exemple pour amener les bagages, voilà, pour amener je dirais de l'alimentaire ou décharger les eaux usées, etc., etc. Avant ça, c'était des appareils thermiques. Maintenant, c'est de plus en plus des appareils électriques qui sont mis en place. Donc ça, pareil, ça a un gain à la fois sur la partie pollution de l'air, mais également sur les émissions de gaz à effet de serre. Et voilà. Et puis après, on a également aussi l'électrification des postes avions, c'est-à-dire qu'avant, les avions utilisaient un petit moteur auxiliaire pour maintenir en fait un niveau d'électricité en cabine, maintenir aussi un climat de confort, enfin des conditions de température contrôlées en fait au sein de la cabine des avions. Maintenant, en fait, de plus en plus de postes sont équipés d'un raccordement électrique qui permet aux avions de ne plus utiliser ce moteur thermique, mais d'avoir une utilisation électrique, pardon, justement lorsqu'ils sont en poste. Voilà à peu près ce qu'on est en mesure de Clair. faire. Enfin, voilà. Donc, en fait, vous soutenez par la modélisation et l'objectivation la mise en œuvre de plans de décarbonation Tout à fait. sur Tout à les fait. plateformes aéroportuaires. Super, Tout à fait. très clair. Et quelles sont les limites et les bénéfices de l'approche globale de l'unité qualité de l'air de ce laboratoire, Eh bien, selon ouais, alors, des limites, je pense on a des experts qui sont intervenus justement sur l'aspect Vous êtes estimation des combien déjà? émissions. On vous a même pas demandé, Johan. En tout et pour tout, on est 9. Voilà, dans cette unité, donc on est quand même pas mal. On est le seul aéroport en France doté d'un laboratoire qui permet de faire des études poussées de R&D et également du monitoring en continu au sein de notre plateforme. Donc c'est vrai on a cette chance, justement. Il y a une volonté clairement affichée du groupe ADP de décarboner et de suivre les niveaux de pollution en fait autour de leur plateforme. Donc en termes de limites, je dirais qu'on est effectivement pourrait être plus pour faire plus de choses, ça c'est certain. Donc on est limité en termes voilà, de ressources humaines. On a aussi des limites, je dirais, techniques. On a parlé d'inventaire des émissions aussi un peu plus tôt. Ça se base en fait sur des estimations en bande d'essai, par exemple, donc pas forcément représentatives des conditions réelles. Donc, on connaît un peu nos limites, nos incertitudes. Donc, à nous de mettre un certain nombre d'incertitudes sur les résultats scientifiques qu'on produit ou d'outils d'aide à la décision auprès des unités opérationnelles, clairement. Après, les bénéfices, ça serait, on dispose en fait on est doté d'une expertise
qui s'affine au fil du temps, c'est-à-dire que les aéroports sont quand même assis sur une mine de données. C'est-à-dire qu'il y a des données on sait quel type avion, on va connaître l'emport, on va connaître énormément de choses qui servent initialement en fait les unités opérationnelles notamment pour des questions de ponctualité que nous on a transformé en données environnementales en fait. Donc en fait petit à petit on collecte toute cette information. On a des données de traces radar aussi, par exemple l'avion, où est-ce qu'il est géolocalisé à un instant T, ce qui nous permet aussi d'être plus précis dans l'impact en fait des avions sur la qualité de l'air, quand ils sont notamment en roulage, est-ce qu'ils vont rouler sur les pistes au nord, enfin à proximité des pistes au nord ou des pistes au sud, etc. etc. L'impact n'est pas le même. Donc voilà, donc on fait du renforcement de capacité grâce à cette mine d'or de données disponibles au sein d'ADP. Voilà. Merci, Johan. On sent la passion dans vos propos. Super. Est-ce qu'il y a des questions pour Johan? Marie? Alors, je n'en ai pas pour Johan, mais par contre, il y en a une pour Elsa. Donc, je ne sais pas si tu veux la prendre maintenant ou plutôt à la fin. Alors, on fera à la fin, comme ça, on va être sûr qu'on donne bien la parole. Sauf si Elsa doit partir avant la fin, mais je ne crois pas. Je crois que nous avons la chance de te Non, il n'y a pas de Super. souci. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est très bien. Charlotte, j'en ai une qui vient d'arriver pour Johan. Donc, de François, à nouveau. Quels axes de recherche les entreprises souhaiteraient-elles voir explorés par les entreprises? Par la recherche académique, précise-t-il. Vous pouvez répéter la question parce que je n'ai pas très bien compris. Alors, quels axes de recherche académique, du coup, les entreprises souhaiteraient-elles voir explorés par les entreprises? Alors, par la recherche académique, du coup, ça doit être ça. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que la recherche académique pourrait apporter aux entreprises, c'est ça? Qu'est-ce que les entreprises souhaiteraient que les académiciens développent en termes d'axes, si j'ai bien compris. Je pense que la recherche sur les polluants émergents, ADP justement, pour nous citer, on est limité en capacité, en ressources humaines, donc on s'appuie sur, je dirais, des chercheurs d'universités, qui sont des spécialistes qui ont vocation justement à développer nos connaissances sur notamment les polluants émergents. On parle des PUF notamment. Voilà, on a une difficulté à ce jour, c'est arriver à déconvoluer l'impact du trafic routier et l'impact du trafic aérien sur les concentrations de PUF. Donc clairement, c'est d'essayer de trouver des traceurs, des choses comme ça. Donc on s'inscrit dans des projets européens où il y a un certain nombre de chercheurs. Donc effectivement, continuer sur ces pistes-là, je pense que c'est extrêmement intéressant pour avoir les effets, je dirais, long terme de cette pollution, mais également les effets court terme, qui peuvent également avoir un impact potentiel. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Et bien, on va passer à notre intervenant suivant. Pierre-Yves, es-tu là? Oui, bonjour à tous. Super. Alors, Pierre-Yves Séché de Séché Pierre-Yves Burlot de Séché Environnement, je vais y arriver. Là, on passe sur un autre type de polluant, le méthane. Méthane dans les centres de stockage. Donc, vous avez mis en place depuis un moment une initiative pour lutter contre l'ozone troposphérique en réduisant les émissions de méthane du stockage de déchets non dangereux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de monter ce programme-là et comment ça fonctionne? Et tu as quelques slides magnifiques. Oui, je vais essayer d'aller vite pour essayer de passer ensuite aux questions. Je vois qu'il y en a pour tout le monde. Alors effectivement, Séché Environnement, acteur des déchets et de l'économie circulaire. Là, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas un sujet réglementaire, qui est un sujet qui va au-delà de la réglementation. Bon, vous le savez, ça a été évoqué dans les précédentes présentations. Le secteur des déchets a des impacts sur l'environnement, dans les rejets à queue et effectivement aussi dans les rejets dans l'air, notamment différents types d'installations. Alors, ça peut être des installations de traitement de recyclage de déchets, ça peut être des incinérateurs, ça a été évoqué. Et puis, il y a d'autres types d'installations, notamment les stockages de déchets. Concernant le stockage des déchets, quelques éléments clés. Donc, en France, en 2020, environ 17 millions de tonnes étaient enfouies chaque année. Ça représente des volumes assez conséquents en matière de traitement de déchets.
À noter, la France s'est dotée d'un objectif de division par 2 des flux envoyés en stockage entre 2010 et 2025, issu de la loi de transition écologique pour la croissance verte avec le TCV. Cet objectif de division par 2 est en passe d'être atteint d'ici 2025. Donc on a une baisse tendancielle assez forte des flux envoyés en stockage, notamment par les actions de prévention, de réduction de la production de déchets, notamment via les voies d'éco-conception, de réemploi, de réparation et bien sûr de recyclage. Un effet de cette tendance sur ces flux envoyés en stockage, on a une diminution du nombre de sites aujourd'hui en exploitation en France. On en a eu un temps largement plus de 200. Là, on est sur une tendance de baisse. On est aux alentours d'une centaine de sites en exploitation en France, un peu plus de 100, effectivement. Et puis effectivement, des sites qui ont tendance à avoir leur taille, leur moyenne grossir, puisque c'est plutôt les petits sites qui ferment en priorité, n'ayant pas forcément les capacités d'investissement pour s'adapter aux nouvelles réglementations. Donc, un site de stockage a 2 impacts principaux. Des flux liquides. Lixivia, ça va pas être le sujet aujourd'hui de notre échange, mais c'est plutôt sur la partie biogaz qu'on va se concentrer. Et effectivement, le biogaz étant issu de la décomposition de la fraction organique des déchets, c'est-à-dire, pour faire très simple, les déchets alimentaires qui vont se décomposer avec le temps. Cette décomposition va créer un biogaz qui est composé à 60% de méthane et à 40% de dioxyde de carbone. Et donc, ce biogaz, s'il n'est pas capté, va avoir différents impacts. Et la diapo suivante. Un impact effectivement sur le changement climatique. Pour vous donner un ordre de grandeur, le méthane a un pouvoir de réchauffement 80 fois plus important que le CO2 sur les 2 premières décennies d'émissions. Ce qui est donc relativement important en termes d'impact sur le changement climatique. Mais effectivement, comme Charlotte a pu le dire en introduction, le méthane est un déclencheur de l'ozone anthropique, l'ozone troposphérique, pardon, qui effectivement a un impact sur la qualité de l'air et la santé des populations. Donc 2 impacts principaux, un impact sur le changement climatique, qui est du coup un impact global, et puis un impact plus local sur l'ozone, qui va effectivement avoir des conséquences beaucoup plus localisées de ces émissions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le captage du biogaz est réglementé en Europe et en France. On a une obligation d'installer effectivement des installations de captage du méthane, du biogaz. Il y avait on va dire une barrière C'est pas le cas technique. partout dans le monde, je te coupe, pardon. Exactement. Alors ça, c'est un Les point enjeux, important, effectivement. C'est un point important, ce que tu dis, Charles, parce que effectivement, instaurer cette réglementation du taux de captage, d'une obligation de captage du méthane, du biogaz partout dans le monde, permettrait d'atteindre notamment les objectifs de la COP26, qui vise une réduction de 30% du méthane d'ici 2030. On avait aujourd'hui, jusqu'à présent, une barrière technologique, c'est que on était capable d'installer effectivement des équipements pour mieux capter le biogaz issu de ces sites de stockage, mais on avait une problématique méthodologique pour évaluer les émissions diffuses qui n'étaient pas captées par ces équipements. Étaient utilisées pour identifier les fuites diffuses sur les installations, une méthodologie issue de l'ADEME, qui, en fonction du type d'installation, et donc vous avez les 4 types d'installations de référence par l'ADEME, prévoyait des taux de captage maximum pour les sites de stockage des déchets.
Et donc, étaient rapportés à ce taux de captage maximum les émissions captées qu'on pouvait compter puisqu'elles ont été captées par les équipements. Donc, on a des installations de comptage qui permettent de dire combien le site produit biogaz et en capte chaque année. Et donc, on calculait à partir de ce volume de biogaz capté les fuites de biogaz et donc de méthane issues des installations. Et donc, vous le voyez, c'est une formule qui s'appuie en partie sur les données réelles, qui est le volume de biogaz capté, et une méthodologie qui est une méthodologie administrative qui vise à calculer théoriquement un volume de fuite sur la base d'un type d'installation de stockage de déchets, avec un taux qui va de 35% pour les moins bien équipés à 90% de taux de captage. On a une vraie problématique avec cette méthode, qui est qu'on n'a pas une fiabilité extrêmement forte, d'une part, de la réalité des fuites sur chacun des sites. Et puis par ailleurs, on est incapable d'identifier où sont ces fuites. Et donc on a très peu de leviers pour les réduire. Donc on a travaillé au cours des dernières années sur différentes de nos installations. Alors pour donner un ordre de grandeur, le groupe Séché dispose de 6 sites de stockage en France. Donc on a moins de 5% des installations en fonctionnement. Et donc on a développé sur ces installations une nouvelle méthode pour identifier les émissions diffuses de méthane sur nos sites. Donc cette méthode a été issue de travaux qui ont été faits sur les grandes exploitations pétrolières et gazières où le repérage de fuite de méthane était déjà éprouvé. Et donc, on a travaillé sur nos installations qui sont beaucoup plus étendues en termes de superficie et avec des volumes de méthane émis qui sont bien plus faibles, puisqu'on est sur des fuites relativement diffuses par rapport à ces grandes installations pétrolières et gazières. Et donc, on a travaillé sur une nouvelle méthodologie par drone avec cartographie permise notamment par technologie infrarouge pour identifier les points chauds sur nos installations et ensuite être capable de quantifier d'une part les émissions diffuses et ensuite de les résorber avec de l'outillage technique sur nos équipements pour améliorer leur performance de captage de ces émissions de biogaz. Les résultats sont assez intéressants puisque vous avez là sur le schéma sous vos yeux deux parties. Une partie antérieure à 2022 où on était sur les méthodologies d'identification, de comptabilisation par l'ADEME de nos fuites de méthane. Et donc vous voyez des taux relativement stables, assez similaires entre les sites jusqu'à 2022, avec assez peu de variations dans le temps. Et puis à partir de 2022, à partir du moment où on a réussi à cartographier sur nos sites ces émissions diffuses, les quantifier et puis les réduire, deux types de profils. Des profils où on a des taux qui s'améliorent et un autre profil où un taux qui est réduit. Si on prend la conclusion de nos résultats, parce que je vais terminer par ça, ce changement de méthodologie pour l'identification de taux de captage de méthane a permis au groupe d'atteindre en 2023-2024 ensuite 94% de taux de captage moyen sur nos sites. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est les deux sites les plus petits du groupe qui ont des taux de captage à 80%. Et c'est des taux qu'on a réussi à redresser ensuite en 2024. Mais l'information principale, c'est que quand l'ADEME ne prévoyait dans ses méthodes théoriques un taux maximum supérieur, qui ne peut pas dépasser 90%, on a réussi à aller bien plus loin même sur certains sites. Vous le voyez, 95-96% de taux de captage du méthane. Et donc, on a réussi à débloquer un levier d'une part de décarbonation, puisqu'on réduit les émissions de nos installations, et puis bien sûr un levier d'amélioration de la qualité de l'air,
puisque le méthane étant mieux capté, il va moins impacter l'ozone, et donc on va aussi réduire en co-bénéfice cet impact-là. Pour vous donner un... Beaucoup. Ouais, Oui, Pierre-Yves, je te presse un peu parce nous reste 5 minutes. Du coup, c'est terminé. Non, mais on avait une autre question pour toi rapidement qui était est-ce que vous avez d'autres initiatives visant à réduire vos émissions atmosphériques? Parce que là, c'est très spécifique, le méthane est très intéressant. Donc, un petit peu C'est très spécifique le méthane. Alors, nos autres. Déjà, on déploie du coup cette méthodologie maintenant internationale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si l'ensemble des sites français atteignaient nos taux de captage, on pourrait réduire de 4 à 5% les émissions globales du total France. C'est-à-dire que l'ensemble du bilan de gaz à effet de serre français réduirait de 4 à 5% avec de tels taux de captage. On a aussi débloqué une capacité à décarboner assez fortement un pan de notre économie. Et effectivement, on travaille par ailleurs sur nos installations, notamment nos installations en milieu urbain qui sont effectivement les plus sensibles. C'est là où il y a le plus d'attentes, notamment de la population. Super. Ce qui est intéressant aussi sur ces sujets-là, c'est que c'est probablement le sujet sur lequel le coût d'abattement du CO2 est le plus faible par peut même rapport être à d'autres positif. sujets. Exactement. Il peut même être positif puisque mieux capter le biogaz, c'est mieux produire de méthane ensuite, méthane qui a ensuite de la valeur économique. Exactement. Donc, il y a plein d'espoir sur ce sujet. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Alors, effectivement, je viens de découvrir la section Q&R du chat. Donc, j'ai vu où étaient les questions. Ça y est. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, il y en a une pour Elsa, auquel on va revenir juste après. Est-ce qu'avant, vous avez des questions pour Pierre-Yves? Oui, tu as 2 questions, parce que du coup, il y a des questions dans le chat et dans le Q&R. J'ai perdu. Alors, tu en as en matière de polluants locaux, on ne traite pas des gaz à effet de serre réputés sans impact immédiat sur la santé. Une géolocalisation des émissions de GES pointant les émetteurs comme pour les polluants locaux, tels que l'ozone, contribuerait-elle à une meilleure compréhension du public de la qualité de l'air qu'il respire? Donc, je ne sais pas si c'est juste pour toi, Pierre-Yves, mais... Je pense que ça dépasse un peu le périmètre séché, mais ce qui est sûr, c'est qu'en améliorant la qualité de l'information, on améliore effectivement aussi l'acceptabilité de nos installations. C'est-à-dire que je pense qu'il est important à chaque fois de pouvoir remettre en perspective les impacts d'un site avec les impacts beaucoup plus locaux sur un territoire. Tout à l'heure, il a été indiqué que d'autres secteurs plutôt cachés pouvaient émettre des polluants dont on n'avait pas forcément connaissance. Je pense que c'est important ce partage de connaissances et ce partage d'informations. Merci. Alors, Elsa, donc, on avait une autre question pour vous sur le sujet de est-ce que vous avez d'autres techniques que le lichen pour faire de la biosurveillance? Oui, alors très rapidement, Les abeilles? oui, les abeilles. Et de façon assez tout à fait inoffensive, en fait, on récolte un tout petit peu de pollen à l'entrée des ruches, qu'ensuite on fait analyser et ça nous permet de comprendre. Alors là, pour le coup, c'est la présence, par exemple, des métaux lourds ou des pesticides. Alors, les pesticides, nous, on n'en émet pas, hein, mais là, les métaux lourds, par exemple, pourraient être un traceur. Sachant que chez nous, c'est des traces, hein, donc c'est vraiment pas non plus un sujet. Mais oui, on utilise d'autres vivants. Alors après, on passe pas à des tailles supérieures. On reste sur les abeilles, mais Très bien. c'est Pas de mouton. passionnant aussi. Ok. D'autres questions avant qu'on... Je vois la question sur le biosurveillance active ou passive et comment on a déployé. Alors, pour l'instant, c'est resté sur des sites pilotes. On n'a pas systématisé la méthode. Et alors, le People Lab qualité de l'air, oui, la façon de surveiller faisait partie des solutions, mais si vous voulez voir concrètement les solutions qui ont été mises en œuvre, il y a une plateforme qui s'appelle Air Attitude, tout simplement, tout collé, sur laquelle on retrouve plus de 200 solutions qui ont été proposées pour la région Rhône-Alpes. Merci. Karine, c'était une Oui, erreur? peut-être un complément. Non, pas du tout. C'était juste un complément par rapport à la question sur les émissions, la localisation des émissions. Et c'est tout ce qui est inventaire des émissions, alors au niveau national avec le CITEPA ou au niveau territorial. Je vais vous mettre le lien sur l'inventaire des émissions spatialisées et territorialisées d'Airparif.
Notre enjeu, il est plus d'apporter des diagnostics pour les territoires, mais on a bien évidemment les données pour les industriels, ou en tout cas les travaux avec les industriels. Et plus on travaille, alors je ne l'ai pas mentionné, mais dans le conseil d'administration, sur les informations, sur les émissions en temps réel, et plus du coup ces inventaires ils sont justes. C'est vrai que dans les territoires où il y a juste une industrie, quand on voit la part de certains polluants de l'air et gaz à effet de serre, on peut remonter jusqu'à l'industrie, mais l'objectif, il est plus d'apporter une information sur les territoires, plus à destination des collectivités pour piloter leurs plans climat, air, énergie territoriaux. Pour la sensibilisation du public, ça reste quand même la question sur les concentrations, puisque c'est ça qui a un impact sur la santé. Merci beaucoup. Alors, il va être temps de conclure. Je suis désolée, très frustrant, mais si vous voulez, on Charlotte, fera un épisode 2. Oui. tu as Dis-moi. peut-être une dernière question pour Pierre-Yves. C'est rapide. Est-ce que la méthode développée par Séché Environnement de mesure du méthane est proposée pour définir une norme? Alors, pour l'instant, on n'en est pas là pour l'instant. Par contre, effectivement, on a publié scientifiquement, donc nous, on l'a partagée. Donc, elle est publique. On a fait un article dessus récemment. Et effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement faire une bonne pratique, voire un jour qu'elle devienne réglementaire. Alors pas forcément à des niveaux aussi importants que ceux qu'on a pu atteindre, parce que je pense que des écarts avec des acteurs plus petits, notamment les collectivités locales qui peuvent avoir ce type d'installation, peut être assez élevé. Mais effectivement, que ça permette de mieux cartographier, de mieux identifier, ça c'est important. Globalement, il y a beaucoup de discussions avec les pouvoirs publics sur le suivi en temps réel versus les modélisations théoriques qui ne permettent pas d'être si efficaces en termes de mise en place des plans d'action. Super, merci à tous. Donc, on refera peut-être un retour si besoin. En tout cas, merci beaucoup. Nous, effectivement, peut-être juste un mot pour dire que chez Suez, on a aussi beaucoup de solutions de suivi, de monitoring, de modélisation des émissions de polluants atmosphériques et même des solutions de dépollution. Donc, notamment notre suite Air Advance. Et puis, je vois que David est en ligne, l'outil Originers. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller aussi creuser si vous êtes intéressé sur ce sujet où je me tiens à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup. La publication est en ligne, donc vous y verrez développer d'autres exemples de cette nature, mais on avait la chance d'avoir des interlocuteurs qui vous ont bien présenté tout ça. Donc, le cycle pollution de l'air est terminé à l'EPE. Nous sommes passés au PFAS, autre sujet. Donc, la suite est à venir pour le meilleur ou le pire, je ne sais pas. Merci de votre attention, merci de vos questions et merci à Marie pour l'organisation de tout ça, comme d'habitude, d'une main de maître. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Et je vous ai mis le lien de la Merci infiniment. Merci beaucoup à tous. Au revoir.